Bonjour, vous êtes sur i24 News et bienvenue dans Tout est politique. Cette semaine, l'Iran et les négociations à Genève, acte 3. Qui négocie? Qu'est-ce qui est en jeu? Nous allons voir tout de suite les réponses avec vous, Christian Mallard. Oui, peut-être un accord intérimaire à minima, mais je crois qu'il est nécessaire que la fermeté prévale sur la naïveté. François Hollande est rentré de son voyage d'État en Israël. Il est allé directement au Stade de France. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour, François Hollande, le président du contre-pied. Nous allons voir ça aussi avec vous dans un instant. Tout est politique. Tout de suite, direction Genève et le nucléaire iranien. Genève, round 3 sur le nucléaire iranien, des négociations tendues. On a chaque fois un peu l'impression que l'on part à zéro. On regarde tout de suite un point sur la situation avec David Neyman. Cette fois, ce doit être la bonne. Un troisième round en un peu plus d'un mois. Les 5+1 et l'Iran se retrouvent avec le même objectif, un accord intérimaire sur le dossier du nucléaire. Début novembre, 3 jours d'intenses négociations n'ont pas suffi aux diplomates. Allègement des sanctions contre abandon de l'enrichissement de l'uranium à 20%. Les promesses de Téhéran contrastent avec l'augmentation continue de ses capacités d'enrichissement. Pour Washington, un compromis permettrait d'inverser la tendance. Le président a souligné qu'en absence d'un premier pas, l'Iran continuerait à faire des progrès dans son programme nucléaire, en augmentant sa capacité, en continuant de faire grandir son stock d'uranium enrichi et en installant des centrifugeuses pour faire progresser le plutonium dans le réacteur de la centrale d'Arak. Mais les États-Unis ne semblent plus pouvoir dicter à eux seuls les conditions d'un accord. La France, intransigeante il y a 2 semaines à Genève. C'est une liste de 4 conditions qu'a dressée Paris. Contrôle international sur toutes les installations nucléaires, suspension de l'enrichissement à 20% et réduction du stock existant, arrêt enfin de la construction de la centrale d'Arak. J'affirme ici que nous maintiendrons les sanctions tant que nous n'aurons pas la certitude du renoncement définitif et irréversible de l'Iran à son programme nucléaire militaire. La France veut des garanties. Avant d'approuver le grand retour du régime des ayatollahs sur la scène internationale, la priorité reste d'empêcher Téhéran d'accéder à l'arme atomique. Christian Mallard, Benyamin Netanyahou dit que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Qu'en pensez-vous ? Il a raison, d'abord. Et François Hollande vient de dire qu'il faut que l'Iran renonce à son programme nucléaire, qui, chacun le sait, est un programme militaire et pas civil. Donc, François Hollande et Benyamin Netanyahou, lors de leur rencontre en Israël, ont bien affiché les points que doivent respecter les Iraniens. Avoir la bombe atomique, ça reste quand même aussi un programme militaire pour tous les pays qui l'ont, c'est pas que civil. Non. Là, il était question que l'Iran puisse se doter du nucléaire civil, mais pas de la bombe nucléaire, parce qu'on craint ce régime qui n'est pas fiable. C'est ça l'histoire. Ça aurait été le Shah d'Iran, je pense qu'il aurait la bombe nucléaire. Soyons sérieux, parce qu'il était peut-être dictateur, mais fréquentable. Il est là le problème. Donc aujourd'hui, on a posé des conditions, et visiblement, l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, ne veut pas en entendre parler, puisqu'il dit « nous, on aura la bombe nucléaire ». Donc, l'accord, comme je le disais tout à l'heure, peut être un accord à minima où chacun va tenter, encore une fois, de sauver la face dans ce type de discussion. Mais au fond du compte, comment va-t-on vérifier sur le terrain? Est-ce que les Iraniens vont nous laisser vérifier qu'ils vont réduire leur uranium enrichi? Alors, est-ce qu'ils vont nous laisser vérifier? En principe, oui. Et s'ils ne le font pas, de toute façon, il y aura un véritable problème. Et il y aura un gros fiasco diplomatique. C'est évident. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on va le voir encore tout à l'heure, mais c'est vraiment un jeu sur les mots. Parce que quand on entend les Israéliens dire il n'y aura pas d'armes nucléaires, quand on entend François Hollande dire je ferai attention à ce qu'il n'y ait pas de nucléaire militaire, tout ça laisse la place à l'accord qui va se signer sur le civil. Attendez, Mickaël a raison, parce que si vous voulez, là, tout le monde est dans la surenchère. On fait de la surenchère. Et je répète, personne ne doit perdre la face. Mais on sait pertinemment, et Michael y a fait allusion, depuis 2 mois, il y a des rencontres secrètes entre les Américains et les Iraniens. Et la raison pour laquelle M. Fabius a été aussi ferme lors du 2e round de négociation, c'est parce qu'ils savent pertinemment qu'il y aura accord et qu'ils redoutaient que ça se fasse sur leur dos. Donc les Français ont voulu mettre la barre très haut, parce qu'ils savent qu'au bout du compte, ils n'obtiendront pas tout ce qu'ils souhaitent. C'est le principe de la négociation, il y a de la dramaturgie, c'est ça. Mais je crois qu'on ne pourra juger que sur l'accord qui nous sera présenté officiellement, et là on verra si c'est un accord sérieux ou encore une fois un accord de dupes. Mais il y a aussi une question d'argent, parce qu'il y a certaines sources occidentales qui disent que ces sanctions internationales coûteraient à l'Iran 1,5 milliard d'euros par semaine. Donc il y a aussi un enjeu financier dans tout ça. Ces sanctions, encore une fois, je répète, je crois que c'est très important de le redire, ces sanctions, si on les renforce,
je pense qu'elles vont conduire, et je maintiens ce que je dis, elles vont conduire à une explosion sociale, une implosion sociale de l'intérieur. Et ça, En Iran. Et ça, le régime le craint énormément. Donc c'est pour ça qu'ils veulent absolument l'allègement des sanctions, la réduction des sanctions. Allègement des sanctions et l'intérêt au niveau de la communauté internationale. L'intérêt, c'est quoi? Est-ce qu'on veut continuer à discuter avec ce régime qui n'est pas fiable, qui est un régime, je m'excuse, mais terroriste, oui, qui soutient le terrorisme, et des groupes terroristes à travers le monde, ou est-ce qu'on veut que ce régime tombe? Là, c'est aussi une question qu'on ne met pas sur la table au moment où on discute avec les Iraniens, mais elle est bien dans les esprits. François Hollande est clair donc, sur cette question. Écoutez-le justement là-dessus. C'était lors de son arrivée en Israël. Justement, il parlait de l'arme nucléaire. La France ne cédera pas sur la prolifération nucléaire. Et pour la France, tant que nous n'aurons pas la certitude que l'Iran a renoncé à l'arme nucléaire, nous maintiendrons toutes nos exigences et les sanctions. Michael, la France est très très claire. François Hollande le montre très clairement. Ah oui, qu'est-ce que c'est clair? Ça vous fait sourire? C'est super clair. C'est juste préparer les esprits au fait qu'il y a un accord. À peine descendu de l'avion, François Hollande dit aux Israéliens à travers cette phrase, il y aura un accord. Mais simplement, nous serons contre la prolifération nucléaire. Ça veut dire que s'il y a un accord, la France sera vigilante. Et c'est parce que la France est vigilante qu'il y aura un accord. Tout le monde le sait. Là, il nous a fait Hollande, il est arrivé, il a joué avec les mots, il a joué entre les lignes, entre les syllabes. Et c'est le roi de la synthèse. Il fait quand même de la politique depuis quelques années. Sur le fond, sur les questions qu'il pose, il a raison. C'est un bon ministre aux Affaires étrangères, je trouve, sur ce voyage. Non, En tout cas, il a montré cette fois-ci qu'il n'était pas étranger aux affaires. En tout cas, il a bien montré qu'effectivement, il y aura un accord. Et toute la manière dont il parle et tout ce qu'il a dit durant ce voyage, c'est juste pour expliquer en sous-main, et Netanyahou le sait parfaitement bien, c'est qu'il y aura un accord. Je voudrais rappeler, pour apporter de l'eau au moulin de Michael, c'est que les Américains souhaitent cet accord. Encore une fois, les Américains aujourd'hui sont dans un esprit de désengagement. Non, ils veulent se désengager de toute cette région. Afghanistan bientôt, Irak c'est déjà fait, et ils veulent se désengager et ils comptent sur l'Iran pour jouer un jeu. Il y a un axe irano-américain pour tenter de stabiliser la région, parce que les Américains savent qu'en Syrie, en Irak et ailleurs, ils ont besoin de l'Iran. Et tout ça, encore une fois, se fait sur le dos des alliés occidentaux et quelque part sur Israël, sur le dos d'Israël, et Netanyahou en est très conscient. Michael, ça vous fait un petit peu sourire, là, cette image entre on est en Israël, il y a Bibi Netanyahou, il y a François Hollande, on parle de l'arme atomique. Alors là, c'est un jeu de rôle merveilleux, parce qu'il faut juste faire un petit peu de recul et un petit peu de mémoire. On entend François Hollande qui dit jamais de prolifération nucléaire, attention à l'arme atomique, mais c'est la France qui a doté Israël de l'arme nucléaire. Ça, on sait que c'est tabou en Israël, mais nous, on va vous le dire, c'est pas encore rien officiel. Quand vous avez un Shimon Peres qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche sur la France, c'est pour dire nous n'oublierons jamais que la France a été présente quand il qu'il fallait préserver les intérêts vitaux d'Israël. Traduction, nous n'oublierons jamais que c'est la France qui a doté la bombe, donc Israël de la bombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rappelle que justement, lorsqu'on dit les Israéliens ne veulent pas que les Iraniens aient également un arsenal atomique et que la prolifération nucléaire est dangereuse, mais les Israéliens ont la bombe fournie par les Français, ne l'ont jamais reconnue et donc du coup n'ont jamais signé de traité de non-prolifération. Et là, pour le coup, on est quand même dans un jeu de rôle absolument savoureux, mais c'est la politique. Il faut rappeler qu'on est dans la course à la bombe nucléaire, parce que si les Iraniens se dotent de la bombe nucléaire, on a déjà le Pakistan, on a l'Inde, mais vous allez avoir l'Arabie Saoudite qui va la demander, l'Égypte qui va la demander. Ça va être escalade à la bombe. Et je continue encore sur les allusions politiques. C'est la raison pour laquelle, dans son interview au Figaro, avant la visite de François Hollande, Shimon Peres a comparé François Hollande à Guy Mollet. Pourquoi? Ça fait sourire en France, parce que Guy Mollet, c'est une certaine image en France. Mais en réalité, pour les Israéliens, pour cet ancien haut fonctionnaire de la défense d'une trentaine d'années qui était installé au Boulevard Saint-Germain pour récupérer la technologie française sur le nucléaire qui s'appelait Shimon Peres, eh bien, tout simplement, c'était avec Guy Mollet et ensuite avec Charles de Gaulle. Donc, du coup, lorsqu'on voit les enjeux sur le nucléaire entre la France et Israël, entre David et Marianne, on sait qu'il y a beaucoup de secrets. Je répète comme ce que je vous disais tout à l'heure, si le Shah d'Iran est encore au pouvoir aujourd'hui, l'Iran aurait déjà la bombe nucléaire. Le problème, c'est ce régime religieux terroriste. Tout est politique. Tout de suite, les Bleus qui ont renversé la vapeur. Ce n'était pas prévu, mais aussitôt rentré de son voyage d'été en Israël, le président Hollande a filé dans les tribunes du Stade de France pour assister au match des Bleus. On écoute. Une victoire d'abord de l'équipe, une équipe qui s'est battue de la première minute jusqu'à la dernière, qui a cru, qui s'est rassemblée. Mais vraiment les victoires en ce moment, on les écoute particulièrement. Surtout quand il y a une ambiance, on dit cette équipe, elle n'y arrivera pas, elle ne peut pas y arriver parce que plein de choses, elle y est arrivée, elle nous montre un exemple. Faut y aller, faut y croire. Michael, comment se fait-il que le président Hollande soit là dans les tribunes alors que ce n'était pas du tout prévu et tout le monde lui avait déconseillé? Parce qu'il a repris sa posture favorite, lui qui est un grand amateur de football, c'est-à-dire le contre-pied. Tous les conseillers de l'Élysée avaient expliqué, et d'ailleurs avaient ensuite susurré aux journalistes qu'effectivement il n'était pas question qu'il y aille parce que l'ambiance était compliquée, la France productive, il s'est mal passé avec les clubs de football à 75%, donc il n'y va pas, attention, on va pas se faire siffler comme 11 novembre. Lui il a entendu ça, il descend en avion et il dit j'ai envie d'aller au stade, je vais au stade, il prend son risque, il coche la case. D'ailleurs aussi compris que Nicolas Sarkozy par la de son agenda se trouve à Londres, donc il se dit il y a un coup à jouer. Si jamais la France gagne, et bien voilà, je donne cette interview et il a terminé en disant il rend hommage à l'entraîneur parce que c'est important un entraîneur, c'est vrai qu'il a parlé de football, pas du tout. Il a parlé de politique. On va nous entraîner en effet vers la solution des problèmes, ça c'est sûr. Et ça veut dire quoi également? Ça veut dire que on a compris le message de sa présence soudaine et imprévue comme ça au Stade de France. Ça veut dire que la politique, un petit peu du feeling, celle qui a fait gagner, je fais confiance à mon sens politique, va repartir. Parce que je me fais enfermer en ce moment par les conseillers. François est entouré, bardé de gens qui disent ne sors pas, il y a dans les sondages. L'enfermement politique commence, il a compris qu'il y avait donc ce danger, il envoie ce message en disant j'y vais, je prends le risque, et si ça se retourne, je récupère. C'est contagieux tout ça, parce que j'ai entendu, et Michael a raison, j'ai entendu M. Montebourg, Mme Philippe dire regardez, c'était laborieux, regardez ce travail que Deschamps a eu à faire, c'était dur, cette équipe de France ne marchait pas. C'est pas leur rôle de dire ça. Oui, mais ils ont dit regardez, maintenant ça marchait, pourquoi nous ça va pas marcher, donc on mélange la politique, le football, on mélange tout, et j'ai une explication pour Hollande. Hollande ça veut dire la terre, et il se prend pour Deschamps, c'est normal. Oui, mais on veut dire effectivement, nonobstant
donc la virtuosité de Christian sur ce sujet. Ça veut dire aussi quand même que quelque part, si les politiques, au gouvernement, au sommet de l'État ont besoin du football et de ses réussites françaises pour pouvoir réinvestir de la confiance, c'est que la situation vraiment n'est pas le football, la politique, ça se mange. Et les sifflets sous le spin. Il y a un rapport, si tu veux, le football est la plaque sensible, évidemment, d'une société. On dit toujours qu'on a le monde mondial qu'on mérite. On l'a vu récemment. Encore, donc on voit bien qu'il y a un rôle et un rapport politique au football à l'équipe de France. Et une fois de plus, François Hollande. Il n'y a pas eu que François Hollande, il y a aussi Jean-Marc Ayrault qui s'en est. Ils sont démêlés à sa manière. C'est-à-dire que le contre-pied, la gouvernance du contre-pied, c'est aussi la fameuse réforme sur la fiscalité. Annonce secret, les gouvernements, les ministres concernés, même pas ça s'est fait dans le bureau entre Jean-Marc Ayrault et François Hollande. C'est aussi une autre dimension. On a beaucoup parlé de la remise à plat, formule formidable qui a été trouvée. En 2015, mais ça veut dire quoi surtout? C'était le sous-texte. Tout le monde a compris dans l'équipe gouvernementale. C'est attention, la réforme de la fiscalité, c'est surtout la remise à plat du bail de Jean-Marc Ayrault qui est conforté et qui reste. Et donc du coup, ça a fait encore baisser toutes les rumeurs autour donc de départ. Merci de Bercy de Bercy. C'est qui est en train de commencer surtout. L'infrastructure, c'est-à-dire plutôt l'appareil d'État qui pourrait être remanié, plutôt donc que le ministre qui pourrait